très haut niveau, rempli d'internationaux, aux égos, on va le dire, surdimensionnés. Est-ce qu'un gamin de 20 ans, qui reste silencieux dans son coin, ne risque pas tout simplement de se faire marcher dessus ? C'est la réaction instinctive qu'on peut tous avoir, en effet. Parce que notre conception du leadership dans le football est encore très, très ancrée dans les stéréotypes des années 90 et 2000. Les fameux aboyeurs ? Ouais, on a tous en tête l'image d'un Roy Keane ou d'un Patrick Vieira. Le capitaine volcanique qui crie sur ses coéquipiers, qui tape du poing sur les murs du vestiaire, qui utilise presque l'intimidation vocale pour maintenir le niveau d'exigence. Ça marche pour certains, c'est sûr. Ce modèle existe encore, bien sûr. Mais la déclaration de Sarri met en lumière l'émergence d'une approche très moderne et incroyablement efficace, le leadership silencieux. Et pour répondre à ta question sur l'ego des vétérans, il faut vraiment comprendre ce qui force le respect aujourd'hui dans un vestiaire professionnel. Ce n'est plus celui qui crie le plus fort qui est écouté. Ah, plus nécessairement, non. Les joueurs professionnels scannent en permanence l'authenticité de leurs coéquipiers. Le leadership par l'exemple, ou l'exemplarité silencieuse, repose sur une intégrité totale, au quotidien. Donc ce qu'il fait en dehors des matchs compte autant. Surtout ce qu'il fait au quotidien. Quand un joueur, même à 20 ans, démontre une rigueur absolue dans sa récupération invisible, qu'il est le premier arrivé en salle de musculation, que son intensité ne baisse jamais lors d'un petit exercice de possession banal un mardi matin sous la pluie. Il crée un standard. Ses actes fixent une norme d'exigence que les mots ne peuvent pas toujours imposer. Je vois. Ses actions parlent pour lui. Et le silence de Sarr n'est pas de la timidité, c'est de la concentration. En affirmant vouloir transmettre son savoir par son attitude, il démontre une intelligence émotionnelle vraiment hors norme. Il sait pertinemment que s'il tentait de faire de grands discours moralisateurs à des joueurs plus âgés, il perdrait toute crédibilité. Il lui rirait au nez, probablement. Exactement. Son autorité naturelle découle de sa constance. À Strasbourg, ce rôle de vice-capitaine l'a forcé à ne jamais avoir de jour sans, car il se savait observé en permanence. Et cette armature mentale, forgée dans la responsabilité, lui permet aujourd'hui d'aborder son retour en Angleterre, non plus comme un apprenti en développement, mais comme un professionnel mature, un joueur qui connaît l'influence de son propre comportement sur la dynamique d'un groupe. C'est fascinant de voir comment le simple fait d'attribuer une responsabilité peut accélérer la maturation psychologique d'un athlète, de manière presque exponentielle en fait. Et ce statut de leader mature, eh bien ça nous amène directement au dernier grand axe de cette plongée en profondeur. Car pour comprendre cette confiance inébranlable avec laquelle Mamadou Sarr aborde son retour, il manque une pièce maîtresse au puzzle. Et quelle pièce clairement ? Ce jeune défenseur ne revient pas seulement avec une petite étiquette de vice-capitaine de club. Il revient en tant que champion d'Afrique 2025 avec l'équipe nationale du Sénégal. Ah oui, c'est massif. La victoire à la CAN, ce n'est pas qu'une ligne sur un palmarès. C'est un véritable séisme dans la carrière d'un joueur. D'ailleurs, le club londonien a parfaitement saisi l'importance capitale de ce changement de statut. Ce matin, à 4h du matin, le compte Twitter officiel de Chelsea a publié un message annonçant l'interview complète du joueur. Et le texte qui accompagne la vidéo est extrêmement révélateur. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ? On y lit « A chat with Mamadou Sarr on his return to Chelsea and winning AFCON », soit une discussion sur son retour au club et sa victoire à la CAN. La conquête du titre continental n'est pas du tout traitée comme un détail secondaire, elle est affichée au même niveau que son retour. Qu'est-ce qu'un trophée international de cette envergure change fondamentalement dans l'écosystème d'un tel joueur ? Cela soulève une question importante, et je te dirais que ça change absolument tout. Le curseur de la légitimité bascule du tout au tout. Tu sais, gagner une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une expérience qui altère l'ADN compétitif d'un athlète. On parle d'un tournoi extrêmement physique, avec une pression populaire immense. Complètement. Participer à des matchs à élimination directe, gérer l'attente d'une nation entière, survivre à la pression étouffante des tirs au but. Tout cela forge une résilience face à la pression qu'il est impossible de simuler en club. Sur le plan purement psychologique, remporter un tel titre installe ce qu'on appelle la mentalité du vainqueur. Le fameux winner's mindset. C'est ça. Le seuil de tolérance au stress du joueur est repoussé à des niveaux extrêmes. Par conséquent, l'écosystème autour de lui se modifie. Quand Mamadou Sarr franchit les portes du centre d'entraînement à Londres aujourd'hui, le regard de ses coéquipiers, des dirigeants et même de la presse, ce regard n'est plus le même. Il n'est plus le jeune talent qu'on avait prêté pour qu'il se fasse un peu les dents en France.
Exactement. Il n'est plus une promesse sur laquelle on parie pour l'avenir. Il est devenu une garantie de haut niveau, un vainqueur prouvé sur la scène internationale. Il y a une aura de champion qui l'entoure désormais. Et dans la gestion d'un vestiaire, une direction sportive recherche constamment à infuser ce type d'énergie. Ils achètent cette aura, en quelque sorte. Bien sûr, en rappelant Sarr lors de ce mercato hivernal, le club sait qu'il rapatrie un défenseur qui maîtrise la tactique du coach, ça on l'a vu, mais surtout, il injecte dans son effectif l'assurance d'un joueur qui vient de goûter au succès ultime. Sarr ramène avec lui cette certitude interne très profonde qu'il est capable de performer et de gagner sous une pression monumentale. C'est un capital confiance inestimable. Et ça justifie pleinement sa sérénité. Et ça valide la décision stratégique de son retour anticipé. Totalement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de cette analyse? En rassemblant toutes les informations, les citations issues des sources de WeSport, le constat est quand même frappant. L'intégration que l'on observe aujourd'hui n'est pas un heureux hasard, ni le simple fruit de son talent pur. C'est un processus très structuré. C'est l'histoire d'un joueur de 20 ans qui a su consolider 3 piliers fondamentaux pour affronter l'un des environnements les plus exigeants du monde. D'abord, l'intelligence tactique, de s'appuyer sur la familiarité avec le système de Liam Rosenior pour effacer la charge cognitive. Ensuite, la construction d'une maturité émotionnelle aiguisée par les responsabilités du vice-capitariat à Strasbourg, basée sur ce fameux leadership silencieux. Et enfin, cette confiance suprême, validée par l'acquisition du statut de champion d'Afrique 2025, c'est une combinaison redoutable. Et c'est ce qui explique pourquoi ce retour est perçu de l'intérieur de manière aussi naturelle. La synthèse est particulièrement éclairante. Et je dirais que la leçon à en tirer s'étend bien au-delà de la sphère sportive. Ah oui, dans quel sens ? Eh bien, face à des transitions professionnelles brutales ou à des défis d'une ampleur intimidante, le réflexe commun est souvent de croire qu'il faut se réinventer complètement, qu'il faut repartir d'une page blanche pour prouver sa valeur. La trajectoire de Mamadou Sarr prouve exactement l'inverse. C'est vrai, il capitalise sur ses acquis. La véritable adaptabilité réside souvent dans la capacité à identifier et à exploiter ce qui nous est déjà familier. C'est en s'ancrant profondément dans ses certitudes, la maîtrise d'une méthode de travail, la constance de son attitude quotidienne et la conscience de ses réussites passées que l'on parvient à absorber la pression de l'inconnu. Ce n'est pas l'environnement hostile de Londres qui dicte son comportement, c'est le joueur qui impose son propre rythme psychologique à son nouvel environnement. Une démonstration magistrale de maîtrise de soi. Ça désamorce totalement la notion de pression. Et c'est sur cette observation que va s'achever l'exploration de ce dossier. Mais avant de tourner définitivement la page, voici une dernière piste de réflexion. Une idée à laisser décanter bien après la fin de cette écoute. Une petite question pour la route. Voilà. Si un jeune athlète de seulement 20 ans réussit à imposer le respect de ses pairs, à dicter le niveau d'exigence d'un groupe professionnel et à rayonner sur un terrain simplement par la force de son attitude silencieuse et de son éthique de travail irréprochable, ça laisse songeur quant à nos propres fonctionnements collectifs. C'est une excellente réflexion. Dans un monde de l'entreprise ou de la communication qui récompense perpétuellement la voix la plus forte dans la salle de réunion, un monde qui confond très souvent le charisme avec le volume sonore, quelle quantité de potentiel est-ce qu'on laisse s'échapper en ignorant ces leaders silencieux, ces personnes qui chaque jour se contentent de baisser la tête et de montrer l'exemple par l'action concrète. C'est une question d'équilibre qui mérite certainement d'être creusée par chacun d'entre nous. Merci d'avoir suivi cette analyse au cœur de la psychologie de la haute performance. C'est une remise en question très profonde des modèles de réussite actuels, en effet. Merci pour cette discussion et à très bientôt pour poursuivre cette démarche d'analyse.